Bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Plus de 400 militants du parti UP Le Renouveau ont démissionné le 27 juin dernier. Ils sont partis pour des raisons de leur non-considération et négligence par les responsables du dit parti. Nous y reviendrons dans ce JT des JT. 89,64% de réussite à l'examen du CEP 2024 au Bénin. Le directeur des examens et concours a proclamé les résultats le 27 juin dernier. Dans le cadre de délivrance des documents d'état civil au Bénin, l'ANIP et la Poste du Bénin sont désormais en partenariat. La cérémonie de signature s'est tenue le lundi 24 juin. Le gouvernement du Bénin a donné mercredi 26 juin dernier son accord pour la contractualisation avec une société pour l'assistance technique de l'opérationnalisation et du lancement de la chaîne Bénin TV à la FIA dédiée essentiellement aux langues nationales. Une décision commentée dans cette édition par des professionnels des médias. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Bomekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Bomekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à toutes et à tous. Le président de la République, Patrice Talon, reçoit ses prédécesseurs Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo demain lundi 1er juillet. Selon les informations, ce serait l'occasion pour les anciens présidents qui ont effectué un voyage à Niamey le lundi 24 juin dernier de faire le compte-rendu de leur mission de médiation au chef de l'État. Ce dimanche 30 juin 2024, un incident maritime a attiré l'attention de nombreux observateurs à Cotonou, près de la plage de Fidjrosset, un navire sur lequel on lit l'inscription SPSL UDEM s'est incliné sur le côté dans les eaux locales. Le navire aurait échoué aux premières heures du matin, précisément à 4 heures dans la nuit du samedi 29 juin dernier et de la matinée du dimanche 30 juin 2024. Une panne mécanique serait à l'origine de cet incident qui provoque ainsi l'immobilisation de ce bateau transportant du gasoil en provenance du Congo et à destination du Nigeria. La situation a rapidement mobilisé diverses équipes spécialisées pour éviter une catastrophe écologique. En effet, les unités de la marine du port autonome de Cotonou ainsi que la préfecture maritime sont sur le point ont été sur le pont pour empêcher le déversement de l'hydrocarbure contenu dans le navire, précise la même source. Et le bateau, il faut le préciser, transportait un équipage de 9 personnes et heureusement, aucun blessé ni décès n'a été signalé parmi ces personnes que transportait ce bateau. Le parti UP Le Renouveau, dirigé par Joseph Diogouinou, a subi de nombreuses pertes avec la démission de 405 de ses militants, principalement dans le département de l'Ouémé. Ces démissions ont eu lieu au siège du parti. Selon des sources, 56 de ces 405 militants ont officiellement déposé des lettres de démission. Le reste, qui constitue un nombre substantiel de personnes désirant elles aussi
désirant elles aussi quitter le parti, ont été pour leur part expulsées par les responsables locaux de l'UP Le Renouveau. Dans leur déclaration, les démissionnaires ont exprimé leur frustration envers le leadership actuel, déclarant que Patrice Talon tient les grands électeurs et humilie les petits, promettant de révéler davantage de détails prochainement. Il faut noter que les figures de proue de ces démissions sont Romaric Sauton et Marcel Bidouzo. Le bras de fer entre le Bénin et le Niger suit son cours. Pour une sortie de crise, des citoyens de la ville de Cotonou ont proposé des pistes de solutions. Ils sont au micro de ESAE TV. Quand on parle de la CEDEAO, il y a la CEDEAO politique et il y a la CEDEAO des citoyens. Si vous ne pouvez pas régler le problème sur le plan politique avec les gens qui sont en haut, venez vers nous, population, qui sommes des pays émanant de la CEDEAO. Nous, on n'a rien. Les populations n'ont rien entre eux. Trouver en dehors de Boniaï et de Nicéphore Dieudonné Soglo, de trouver un médiateur extérieur d'institutions panafricaines, comme par exemple l'Union africaine ou la CEDEAO, et trouver encore une personnalité qui est écoutable. Une personnalité qui est écoutable, surtout du côté de Abdraman Tchiani. Parce que Talon, lui, il est prêt à faire la paix avec le Niger, mais le Niger n'a pas encore confiance totalement pour accepter la paix politique souhaitée par Patrice Guillaume Athéna Talon, qui est notre chef de l'État. Au moins, Tchiani, lui, il vient d'arriver. Donc, il n'a qu'à essayer de réétudier la situation et voir que ce sont les deux peuples qui sont en souffrance. Et voilà que nous sommes ensemble depuis des décennies, tout ça là. Est-ce qu'il faut continuer à vivre comme des chiens et chats entre les deux peuples? Non. Est-ce qu'il faut continuer à faire en sorte que la mauvaise relation tue nos économies? Non. Il faut trouver un terrain d'entente. Et par rapport à ça, je souhaiterais que, en dehors de Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo, qu'il faut féliciter pour leur démarche. Il faut féliciter leur démarche. Qu'on trouve l'Union africaine. Ce qui est malheureux en Afrique, c'est ça. Quand les pays ont des querelles, là, les institutions ne disent rien. Personne ne dit rien. On attend le pays pour faire sapeur-pompier. C'est ce qui n'est pas bien chez nous en Afrique. Ici, normalement, l'Union africaine devait intervenir. La CEDEAO devait intervenir et faire les démarches. Rapidement, pour que les deux pays puissent rapidement remplir les conditions de paix et pour qu'il y ait ouverture de la part du Niger. Parce que le président Patrice Talon, lui, a déjà ouvert pour lui. Et il dit qu'il a tout fait, il a envoyé toutes les catégories d'émissaires qu'il faut au Niger. Il revient au Niger maintenant d'accepter la main tendue du président Patrice Talon. Tout le monde doit transcender ces divergences pour l'intérêt supérieur des deux nations et de la sous-région. Lancé à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou le 25 juin dernier à Cotonou, les travaux du colloque international sur les défis de la consolidation de la démocratie en Afrique a pris fin le 27 juin 2024. Organisé par l'Institut de gouvernance démocratique et l'Institut parlementaire du Bénin, il a permis aux participants d'acquérir de nouvelles notions et de partager leurs expériences en matière de démocratie et de gouvernance. Reportage ETélé. Je voudrais, au nom du président de l'Assemblée nationale, mettre un terme officiel au colloque international sur le thème « Les cultures politiques en Afrique, militantisme, civisme et citoyenneté face aux défis de la consolidation démocratique ». Ainsi a pris fin les travaux de ce colloque international organisé au profit des acteurs politiques et des universitaires. Durant 3 jours, les échanges ont porté leurs fruits et c'est à juste titre que le président de l'Assemblée nationale, à travers son représentant, remercie tous les partenaires pour la bonne tenue de cette rencontre, puis souligne que les notions reçues seront utilisées à juste titre. Je voudrais adresser à la communauté scientifique, je voudrais parler des enseignants-chercheurs, de même que les étudiants qui ont accepté nous accueillir dans cette respectée université. Ma sincère gratitude. Je tiens enfin à remercier tout particulièrement notre bras opérationnel, l'Institut parlementaire
Bénin, ainsi que nos partenaires pour l'organisation de ce colloque international que son Institut pour la gouvernance démocratique et l'Université d'Abomey-Calavi pour la qualité de la collaboration durant l'organisation et la tenue de cet important événement qui démontre une fois encore leur détermination à œuvrer ensemble pour la promotion de la démocratie en Afrique. Les échanges au cours de ce colloque ne manqueront donc pas d'inspirer les travaux des parlementaires, des acteurs politiques ou non, ainsi que des universitaires pour la consolidation de nos démocraties. Le président du comité d'organisation de ce colloque, le docteur Azizou Chabi Imoro, n'a pas manqué par l'occasion de la clôture de remercier tous les partenaires et associés pour le travail abattu. Je voudrais finir mon intervention liminaire par des mots de remerciement. D'abord à l'endroit des membres du comité d'organisation du colloque et à leur tête, le président de l'Assemblée nationale, M. Louis Vlavonou, qui est le président d'honneur de ce colloque. Son implication personnelle, sa présence à la cérémonie d'ouverture et puis ses conseils avisés, y compris dans les moindres détails, ont fait la beauté et la singularité de cet événement. Et à travers lui, c'est l'IPAB que je remercie ainsi. Dans l'attente que de pareilles occasions se pérennisent, les acteurs ressortent outillés et satisfaits de ces échanges. Les cultures politiques en Afrique, militantisme, civisme et citoyenneté face aux défis de la consolidation démocratique. C'est autour de ce thème que s'est tenu le colloque international au Palais des Congrès de Cotonou et de l'Université d'Abomey-Calavi qui l'ont organisé. Du 25 au 27 juin 2024, ce colloque organisé par l'Assemblée nationale à travers l'Institut parlementaire du Bénin avec le soutien de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, entre autres, a pour objectif principal d'analyser les mécanismes d'émergence et d'expression des cultures politiques africaines en lien avec des défis de la consolidation et de la démocratie sur le continent. Retour sur la cérémonie de lancement avec Canal 3. Chercheurs et experts de 31 universités, 12 pays d'Afrique, d'Europe et des Amériques représentés, 69 communications programmées. Le colloque scientifique international sur les cultures politiques en Afrique s'ouvre ce mardi 25 juin 2024 à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. Un espace d'échange et de partage organisé par l'Institut pour la gouvernance démocratique en collaboration avec l'Assemblée nationale à travers l'Institut parlementaire du Bénin et l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite sur financement de l'ambassade des Pays-Bas près le Bénin. Mesdames et messieurs, le présent colloque international a pour objectif général d'analyser les mécanismes d'énonciation et d'émergence des cultures politiques africaines en lien avec les défis de consolidation de la démocratie en Afrique. Il se structure autour de 5 principaux axes thématiques définis ainsi qu'il suit. Civisme et incivilité, citoyenneté participative, culture politique et culture démocratique, parlement et consolidation démocratique, militantisme politique et social. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, distingués invités, en apportant sa caution à l'Institut parlementaire du Bénin et à l'Institut pour la gouvernance démocratique pour la tenue de ce colloque, l'Université d'Abomey-Calavi se dégage de tout parti pris politique, voire politicien. Notre institution universitaire n'a voulu rien faire d'autre que d'endosser son seul rôle d'institution publique à caractère scientifique et culturel, habilité à étudier les systèmes politiques d'ici et d'ailleurs, de présent comme de passé, afin de produire des données objectives susceptibles d'aider les agents politiques, quel que soit leur bord partisan. Et pour preuve, en 2024, l'actualité sociopolitique dans la sous-région ouest africaine est l'un des symptômes qui renseignent sur la santé de la démocratie en Afrique en matière de pratique de règles démocratiques. Ce colloque scientifique international se veut donc être une tribune de réflexion pour proposer des pistes de solutions pouvant permettre de renforcer le processus démocratique en Afrique. De nombreux pays africains
comme le nôtre réussissent encore à organiser des élections libres et transparentes, à instaurer des réformes constitutionnelles et à promouvoir la participation citoyenne. Ces succès sont la preuve que la démocratie peut s'enraciner et prospérer sur notre continent. Distingués invités, mesdames et messieurs, ce colloque international réunissant les responsables d'institutions, des parlementaires, des acteurs politiques et des universitaires constitue une plateforme précieuse pour discuter, échanger et apprendre les uns des autres. Cette première vague de démocratisation a été suivie. La conférence inaugurale est animée par l'honorable Nassirou Bako Arifari, professeur titulaire de sociologie politique et ancien ministre des Affaires étrangères, sur le thème « Les cultures politiques face aux défis de la consolidation démocratique en Afrique ». Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, président d'honneur du colloque, ouvre la conférence plénière sur la thématique « Le Parlement béninois dans la longue marche de consolidation démocratique ». Après le palais des congrès, c'est l'université d'Abomey-Calavi qui va accueillir la suite des travaux les mercredis et jeudis prochains. Ferdinand Bagidi, Marcelin Aronoukou et Ncha Chiranda sont les 3 représentants du Parlement pour siéger au sein de la HAC 7e mandature. Ils ont été élus par l'Assemblée nationale le 28 juin dernier. Leur désignation s'est faite par un vote secret lors d'une séance plénière qui s'est achevée tard dans la nuit. Les 3 ont été retenus parmi 11 candidats par 75 voix, 0 contre, 0 abstention. Le vote, il faut le préciser, s'est déroulé en l'absence des députés du parti d'opposition, les démocrates. Et les députés démocrates minoritaires ont vidé l'hémicycle juste avant le début du vote pour protester contre le mode de désignation. Ce mode de désignation qui consiste à voter en plénière pour les candidats proposés par les députés, faut-il le préciser, a été proposé par la commission des lois et adopté par la majorité des députés, mais rejeté par les 28 députés de l'opposition. Les professionnels des médias ont été aux urnes le 9 juin dernier pour élire leurs représentants à la HAC pour le compte de la 7e mandature. Et les résultats définitifs ont été proclamés le 19 juin dernier. Le bilan de ces votes a été fait par le président de la HAC, Rémi Prosper Moriti. Voici le point signé au RTB. Ils sont tous impliqués, ces participants au séminaire, dans l'organisation de l'élection des représentants des professionnels des médias devant siéger à la prochaine mandature de la HAC. L'institution de régulation des médias les convie à un bilan critique des différentes activités menées. Il est nécessaire que les conseillers et les cadres de la HAC, de la Sénat avec leurs partenaires se retrouvent afin de faire le bilan de toutes les activités menées et de tirer les leçons pour les challenges futurs. Le présent séminaire nous sera très utile pour les élections futures, d'autant plus que celle que nous venons d'organiser est la toute première de l'histoire de la HAC et que nous avons vraiment besoin de vos observations pointues pour améliorer ce qui est commencé, aucune œuvre humaine n'étant parfaite. Conformément aux dispositions de l'article 17 de loi organique sur la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, plusieurs activités ont été menées dans le cadre des élections. C'est le lieu et le moment d'exprimer ma profonde gratitude et les sentiments de reconnaissance de l'institution au chef de l'État et à son gouvernement pour les moyens financiers et matériels mis à notre disposition et sans lesquels les élections ne pouvaient pas s'organiser et à bonne date. Mes vives et chaleureuses félicitations aux représentants élus, qu'ils apportent une contribution de qualité au développement des médias en général et à la HAC en particulier.
Au cours de ces 48 heures d'échange, les différentes étapes qui ont marqué la préparation et l'organisation du scrutin seront passées en revue pour aboutir à des suggestions conséquentes, lesquelles pourront permettre d'améliorer continuellement les élections de représentants des professionnels des médias à la HAC. L'Assemblée nationale du Bénin a adopté en sa séance plénière du 24 juin dernier la loi numéro 2024-28 portant création des ordres nationaux du Bénin à l'unanimité des députés présents et représentés. Cette séance a été présidée par le président Louis-Hubert Ounou-Vlavono. ETélé pour le compte rendu. Selon le rapport présenté par la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme que préside l'honorable Orden Aladatine, la loi numéro 2024-28 portant création des ordres nationaux du Bénin, adoptée, comporte 108 articles répartis en 4 chapitres. La nouvelle monture de la loi institue les ordres ci-après. Ordre national, ordre du mérite social, ordre du mérite agricole, ordre du mérite féminin, ordre du mérite sportif, ordre du mérite artistique et culturel, ordre des palmes académiques, ordre de la défense et de la sécurité, et enfin ordre du mérite artisanal. La loi précise par ailleurs que d'autres ordres peuvent être créés par décret pris en Conseil des ministres en cas de nécessité. La loi institue aussi le prix du grand maître des ordres, une innovation appréciée par certains députés. À voir les différents ordres qui sont créés, notamment au niveau du secteur agricole, l'ordre du mérite agricole, l'ordre du mérite féminin, l'ordre du mérite sportif et surtout l'ordre du mérite artisanal. Ces différents ordres mettent en jeu tous les acteurs qui participent donc au développement et à la vie économique d'un pays. Et je voudrais sincèrement saluer cela dans la mesure où le gouvernement a pris des dispositions pour que la GDIZ, nouvellement créée sous le président Patrice Talon, que sa survie soit fortement accompagnée par les agriculteurs. Monsieur le Président, quand vous faites quelque chose, vous vous satisfaisez du regard que les autres posent sur vous, surtout quand ils vous complimentent. Et lorsque c'est un État, c'est-à-dire votre nation, qui décide que vous méritez d'être élevé, vous ne pouvez qu'être honoré. Et en réalité, ces ordres sont de l'honneur pour la personne qui reçoit, pour ses enfants parce qu'il laisse un nom d'une personne honorée, et également pour sa communauté. Mais dans le même temps, certains députés, notamment les démocrates, quand bien même ils approuvent l'adoption de cette loi, ils auraient souhaité que cela se fasse dans un consensus. Le chef de l'État peut distinguer qui il veut. Il peut créer des prix spéciaux comme il veut. Mais le Parlement, l'Assemblée nationale, la loi a créé ou est en train de créer l'ordre national. Et il a créé des ordres dans différentes matières. Moi, je ne souhaite pas, et je pense que ça devrait être l'avis de nous tous, que en cette matière, on donne la liberté au gouvernement de créer les ordres qu'il veut. On n'a pas déjà fait ça. Et on a créé des ministres conseillers partisans. Des fonctionnaires, mais c'est écrit, non? Ministre conseiller, c'est quoi, Monsieur le Président? Ministre conseiller, c'est des militants du parti, du chef de l'État. C'est écrit noir sur blanc. Donc moi, je souhaite, pour donner le respect qui convient à notre Parlement, qui doit rester et demeurer un Parlement républicain de tous, qu'on n'ouvre pas ce champ. Pour justifier le vote de cette loi, le président Orden Aladatine a, dans son rapport,
mis l'accent sur le fait que l'ordre national du Bénin a fait l'objet de différentes lois jusqu'à celle en vigueur, notamment la loi numéro 94-029 du 3 janvier 1996, modifiée et portant réorganisation de l'ordre national du Bénin. La signature d'une convention de partenariat entre l'ANIP et la Poste du Bénin SA s'est tenue le lundi 24 juin dernier. Et c'était au siège de l'ANIP à Kourounou. L'objectif est de rapprocher les services fournis par l'ANIP et des populations, par l'ANIP des populations béninoises, en particulier la délivrance des actes d'état civil sur l'ensemble du territoire national. La phase pilote qui va démarrer le 1er juillet 2024 et couvre 5 communes. Reportage signé ETL Bénin. Voici l'acte qui scelle le partenariat entre l'Agence nationale d'identification des personnes et la Poste du Bénin. À travers cette signature de convention, l'ANIP et son partenaire s'engagent à fournir dans les locaux des agences de la Poste et au profit des populations 3 principaux services. Il s'agit notamment de la livraison aux citoyens d'actes d'état civil, du transport des envois de l'ANIP vers son réseau d'agences par le biais de notre réseau d'agences de 125 agences réparties sur l'ensemble du territoire, et la fourniture des e-services de l'ANIP par le biais des bornes tactiles. Concrétisation d'une vision inscrite dans le plan de développement 2023-2027 de la Poste du Bénin, cette innovation vise à garantir aux populations un accès plus facile aux actes d'état civil. Cette convention s'inscrit notamment dans la vision du gouvernement du président Patrice Talon de transformer le Bénin en une plateforme de services numériques pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale, d'où l'interopérabilité et qui met en communion l'ANIP avec d'autres agences et la population ainsi que toutes les structures de l'État. Et le client, quand il rentre dans nos agences, par rapport à son besoin, via les interfaces qui sont conçues, il cliquera juste sur le bouton et par rapport à son besoin, la page va s'afficher. Il pourra prendre son acte de naissance sécurisé et tous les autres services et on pourra imprimer directement sur les imprimantes rattachées à la borne et c'est des imprimantes couleur au prix connu pour que le client puisse être satisfait. D'une durée de 3 mois, la phase pilote de ce projet démarre le 1er juillet 2024. Elle concerne 5 agences de la Poste du Bénin, telles que celles d'Abomey-Calavi, Boycon, Parakou Centre, Lokossa et Djougou. Les résultats de l'examen du CEP session de juin 2024 ont été officiellement donnés le jeudi 27 juin dernier par le directeur des examens et concours du ministère des Enseignements maternels et primaires, Victor Adorinzin. Il a proclamé les résultats par département et ordre alphabétique, ce conformément à la décision du Conseil des ministres qui interdit désormais le classement des résultats par ordre de mérite et par département. Propos recueillis par Icon TV. Contrairement à ce qui se faisait les années passées, les départements seront classés par ordre alphabétique de leur nom et non plus par rang. Donc, à la suite de la délibération, les résultats se présentent comme suit. À Libori, nombre d'inscrits, 13 555. Nombre de candidats ayant effectivement composé, 13 301. Nombre d'admis, 11 054. Taux de réussite, 83,11%. Comparativement à l'année dernière, où le taux de réussite s'élevait à 65,95%, on a eu un bond spectaculaire d'augmentation de taux de réussite de 17,16% dans ce département. Vient ensuite le département de l'Atakora. Inscrit, 14 396. Présent, 14 067. Nombre d'admis, 11 558. Taux de réussite, 82,16. L'année passée, le taux était à 68,81.
Donc, il y a une variation positive de 13,35. Atlantique, 54 196 inscrits. Nombre de candidats ayant effectivement composé, 53 346. Nombre d'admis, 48 390. Taux de réussite, 90,11%. En 2023, le taux dans ce département s'établissait à 83,15%, soit une augmentation cette année de 7,56%. Le Bargou, nombre d'inscrits, 25 986. Nombre de candidats ayant effectivement composé, 25 482. Admis, 24 107. Taux de réussite, 94,60%. La variation à ce niveau s'élève à 7,37%. Les collines, inscrits 15 895. Présents 15 542. Admis 14 253. Taux de réussite 91,71. Le taux de 2023 était à 81,21, donc soit une augmentation de 10,50%. Oufo, inscrit 13 455. Présents 12 937. Admis 11 001. Taux de réussite 85,04%. En 2003, le taux dans ce département était à 79,73%, donc soit une augmentation de 53,31%. La Donga, inscrit 11 229, présents 10 937, admis 10 277, le taux de réussite 93,97%. La variation s'établit dans ce département à 7,74%. Le littoral, nombre d'inscrits, 17 484. Présents, 17 307. Admis, 15 921. Taux de réussite de 2024, 91,99. La variation entre 2023 et 2024 s'élève à 5,08. Le mono, inscrit, 13 636. Présent, 13 358. Admis, 12 426. Taux de réussite, 93,02. Le taux de 2023 était à 80,31, soit une augmentation de 12,71. Ouémé, inscrit, 41 433. Présent, 40 775. Admis, 34 544. Taux de réussite, 84,72%. Taux de réussite en 2023, 79,96%, soit une augmentation de 4,76%. Le plateau, inscrit 13 919. Présent, 13 689. Admis, 13 052. Taux de réussite de 2024, 95,35. Taux de réussite de 2023, c'était à 88,94, soit une variation positive de 6,41%. Jour, inscrit, 21 713. Présent, 21 319. Admis, 19 438. Le taux de 2024, c'est 91,18. En 2023, on avait obtenu un taux de réussite de 77,97%, soit une augmentation du taux de réussite de 13,21%. Au niveau national, donc, on a inscrit 256 897, présents 252 060, admis 226 021, taux de réussite 89,67. L'année dernière, le taux de réussite au niveau national était de 81,29. Donc, vous constatez une amélioration
significatif du taux de réussite au niveau national. Il était sur des propos recueillis par Moride TV. L'édition 2024 de la Journée de l'enfant africain a été célébrée le 26 juin dernier à Cotonou par les différents maillons de la chaîne de protection des droits des enfants. La célébration a été marquée par la présence du ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Était également présent Yves Chabikwaro, ministre des enseignements secondaires. Le télé pour le compte-rendu. L'éducation est le fleuve vital qui irrigue les champs de nos ambitions. Célébration de la journée de l'enfant africain. Une journée instituée par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'OUA-JEA en mémoire du soulèvement des étudiants du 16 juin 1976 à Soweto en Afrique du Sud. En marge de la célébration de cette journée, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a tenu une séance d'échange entre des acteurs de l'éducation des enfants, occasion pour les ministres présents de faire le bilan des actions au niveau des ministères. On peut noter très rapidement une amélioration progressive du nombre de modules de salles de classe, favorisant ainsi l'accès au collège avec un accroissement des effectifs scolarisés. On note également une amélioration progressive de la qualité de l'offre d'éducation à l'enseignement secondaire général, justifié par l'accroissement de la proportion d'enseignants qualifiés, qui en 2023 a atteint plus de 49%, contre 25% en 2018. Concernant le ministère des Affaires sociales, il y a bien sûr toute la communication qui est entreprise pour le changement de comportement, l'accompagnement des parents en situation de difficulté, l'appui conseil aux communes, l'appui conseil au système éducatif. Ces dernières années, on peut dire qu'au Bénin, l'heure est venue réellement avec toutes les stratégies et toutes les réformes qui sont engagées dans les ordres de l'enseignement. Les questions-réponses ont eu lieu entre les participants de cette cérémonie et les autorités présentes afin d'éclairer la lanterne des populations sur les incompréhensions à leur niveau. Une remise symbolique des pamphlets sur les classes sociales éducatives et une photo de famille ont clôturé la séance. La phase pilote du projet d'appui à la prise en charge intégrée des enfants autistes au Bénin prend en compte des communes de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Elle a été officiellement lancée le mardi 25 juin dernier à Cotonou à l'occasion de la cérémonie d'installation du comité de pilotage, une cérémonie de lancement présidée par Véronique Toyfodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Voici le compte-rendu. L'autisme, un mal qui se manifeste principalement par une altération des interactions sociales et de la communication et pas des intérêts restreints et répétitifs. Ces troubles peuvent provoquer un comportement inadapté dans certaines situations chez les enfants. Les enfants victimes de ce mal sont souvent rejetés par la société et délaissés. Une situation qui préoccupe le gouvernement du président Patrice Talon. À cet effet, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a mis en place un projet pilote de prise en charge de ces enfants dans les communes de Cotonou et d'Abomey-Calavi. À l'occasion de la dernière journée internationale des personnes handicapées, le focus a été mis sur les troubles du spectre de l'autisme, comprendre les besoins des enfants autistes et maintenant comment les aider. Est-ce qu'il y a suffisamment de centres adaptés à cette formation inclusive? Est-ce qu'il y a suffisamment d'experts formés spécifiquement sur le thème de l'autisme? Au regard des recommandations de ce forum, le ministère des Affaires sociales s'est engagé à entreprendre des actions concrètes afin de mettre en place un mécanisme d'assistance aux enfants autistes et à leurs parents, avec un accent particulier sur le renforcement de capacités des auteurs clés impliqués donc dans l'accompagnement de ces enfants. La présidente de l'association des parents d'enfants autistes du Bénin se réjouit de l'instauration de ce programme. Tout en remerciant le gouvernement, elle espère que le projet couvre toute l'étendue du territoire national. Pendant des années, nous avons mené le combat seul pour la prise en charge et l'épanouissement de nos enfants avec le peu de moyens dont nous disposons. Alors ce projet lancé aujourd'hui est une bouffée d'oxygène et nous espérons qu'un très grand nombre d'enfants pourront en bénéficier et que le projet sera non seulement renouvelé mais élargi aux autres départements de notre pays. Et c'est l'occasion ici
de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Patrice Talon et tout son gouvernement, et plus particulièrement le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Madame Véronique Toïfodé. Les participants n'ont pas manqué d'exprimer leur joie à la fin de cette cérémonie. Je trouve que c'est une très belle initiative de la part du gouvernement béninois et de la part surtout du ministre des Affaires sociales et des microfinances. Et parce que l'autisme nécessite beaucoup d'investissements de la part des parents, d'abord pour les consultations, pour la scolarisation et pour la prise en charge. Et je pense que c'est très important maintenant que le gouvernement puisse venir en aide à ces familles-là et contribuer à la prise en charge de ces enfants. Je trouve que c'est vraiment un vrai pas vers l'avant. En regardant les parents d'enfants autistes très soulagés d'apprendre qu'il y aurait vraiment un vrai accompagnement de ces enfants-là est un vrai bonheur. Il faut noter qu'un comité de pilotage a été mis en place et va se charger de faire le suivi de ce programme. Les hostilités ainsi lancées et les documents de travail remis, les membres du comité ont désormais le devoir de bien faire leur travail. Au cours du Conseil des ministres du 26 juin 2024, le gouvernement a approuvé la contractualisation pour l'assistance technique à son opération, à l'opérationnalisation et au lancement de la chaîne Bénin TV à la FIA, une télévision qui sera dédiée uniquement aux langues nationales béninoises. Des professionnels des médias livrent ici leurs impressions sur cette décision. Je suis très heureux d'apprendre la nouvelle. Ce n'est pas tôt d'ailleurs, ça aurait dû venir beaucoup plus tôt. Nous avons eu la radio des langues nationales, Radio Bénin à l'AFIA, ça fait plus de 8 ans aujourd'hui. Et depuis longtemps, nous attendions cette chaîne-là, la chaîne des langues nationales, la chaîne qui va promouvoir les langues nationales et nos réalités en langue nationale. Il y a beaucoup de nos jeunes qui aiment s'exprimer en langue. Ça, il faut le dire parce que beaucoup d'émissions sont en français. Ça permettra même à tous ceux-là qui ne sont pas instruits de comprendre ou bien de suivre les émissions, le journal, pourquoi pas les faits divers, tout ce qu'il y a comme émission à la télé. Je remercie au passage le gouvernement pour cette initiative. C'est une suite logique d'une marche qui a été amorcée il y a déjà plusieurs années, depuis déjà la naissance même de l'ORTB. Aussi bien la radio que la télévision. L'ORTB a toujours fait la promotion des langues nationales de la culture béninoise à travers des tranches d'antenne qui sont donc dédiées à ces langues-là, à des émissions dans ces langues-là, des émissions d'information, d'éducation, de divertissement, donc dans nos langues nationales. Vous avez certainement déjà vu au moins une fois à la télé des éditions du journal en bâtonneau, en goût, en mina, en fond. D'abord, c'est déjà de l'emploi pour la jeunesse. Les jeunes collègues qui sortent fraîchement des écoles, l'arène médiatique du Bénin s'élargit ainsi parce que nous savons que les radios sont plus nombreuses que les télévisions. Donc s'il y a encore une télévision encore qui va s'installer encore, qui sera encore créée encore au Bénin, et ça ne peut être que saluer. Moi, je pense qu'il était temps. Il était temps de créer une télévision exclusivement consacrée, dédiée à nos langues nationales, parce que nous sommes dans un pays où la langue officielle de travail reste le français, sauf que nous avons une population pas forcément à majorité alphabétisée en français, et donc forcément cette cible, il faut pouvoir les toucher, il faut pouvoir leur parler d'actualité, il faut pouvoir leur dire ce qui se passe dans leur pays. Le gouvernement a vu juste en mettant en place une télévision qui pourrait donc leur donner, leur servir cette information-là, leur proposer du contenu, des programmes dans nos différentes langues afin que ces personnes-là ne se sentent pas exclues. Je ne peux que me réjouir, c'est une bonne décision. Valoriser nos langues, c'est notre métier. Sinon, depuis lors que moi j'ai commencé le journalisme, j'avais fait la presse écrite. Donc j'avais écrit dans des journaux. Même pour parler à la télé comme à la radio, c'est la langue fongbé que j'utilise. Donc en tant qu'animateur, en tant que journaliste en langue fongbé, je ne peux que me réjouir et je remercie le gouvernement. Quand on communique plus dans les langues, les populations à la base sont mieux informées de ce qu'ils vivent au quotidien par rapport aux réalités de leur pays. Cela va permettre plutôt que les messages puissent être bien véhiculés au niveau des enfants. Donc en quelque sorte, ça va faciliter une rééducation des enfants, que ce soit aussi au niveau des grandes personnes
il y a plusieurs personnes, par exemple, qui ne savaient pas comment on appelle une poterie en leur langue. Au niveau de leur programme, les gens sauront de plus sur leur culture et sur leur tradition. L'ouverture officielle de l'atelier régional sur les initiatives d'efficacité énergétique et la collecte de données sur l'énergie durable en Afrique de l'Ouest s'est déroulée le 24 juin dernier à Cotonou au Bénin et s'est achevée le 28 juin 2024. Et cet atelier a été organisé par le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO en collaboration avec la GIZ et la Commission africaine pour l'énergie AFREC, qui est une agence spécialisée de l'Union africaine. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture à travers cet élément. Je déclare ouvert, au nom du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines du Bénin, les travaux de l'atelier régional sur les initiatives d'efficacité énergétique et sur la collecte des données sur l'efficacité énergétique. Plein succès à vos travaux. Je vous remercie. Le Bénin a accueilli ce lundi un atelier régional dédié aux initiatives en efficacité énergétique et à la collecte des données en énergie durable. Les travaux ont été inaugurés par le secrétaire général du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, représentant le ministre. Le présent atelier, je voudrais aussi le rappeler, s'inscrit dans le cadre des nombreuses initiatives du Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO, qui vise à garantir la qualité, la pertinence et l'harmonisation des données en énergie durable. L'atelier vise à partager ces différentes initiatives-là en matière d'efficacité énergétique mises en œuvre par ECREE et ses partenaires. Assurer la formation et la collecte de données des 3 ou 4 dernières années sur l'efficacité énergétique, présenter les rénovations de l'Observatoire de la CEDEAO sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, et aussi valider le processus d'élaboration du rapport annuel 2023 sur les progrès réalisés dans les domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Si nous arrivons à atteindre cet objectif, nous aurions fait un pas de plus dans la mise en œuvre du programme régional d'efficacité énergétique, pour lequel je salue les efforts du Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO créé, ainsi que les institutions partenaires. L'atelier, organisé par le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique ECREE, a réuni les points focaux en données énergétiques de l'ECREE ainsi que des représentants des départements ministériels des pays participants. Cet atelier qui a pour objectif de partager les différentes initiatives d'efficacité mises en œuvre par le CIREC et ses partenaires, d'assurer la formation et la collecte des données des années 2020, 2021 et 2022 sur l'efficacité énergétique, en synergie avec la Commission africaine de l'énergie, l'AFREC, de présenter la rénovation des COREX et valider le processus d'élaboration du rapport annuel 2023 sur les progrès réalisés dans les domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité de l'énergie. Nous espérons que cet atelier pose les bases pour un processus, disons, de développement de l'efficacité énergétique dans les pays membres de la CEDEAO, mais aussi pour la gestion des données qui seul permet justement d'avoir, disons, un accès fiable et durable aux services énergétiques dans les pays membres de la CEDEAO. Le présent atelier s'aligne parfaitement au plan stratégique 2023-2027 de ECREE, qui se fonde sur la vision 2050, bien sûr, et des objectifs 4x4 du management, de l'actuel management de la CEDEAO. Le dit plan stratégique comprend entre autres un programme régional d'efficacité énergétique, une sous-initiative régionale observatoire sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, ainsi qu'une sous-initiative régionale relative à l'élaboration des plans annuels sur les progrès en matière d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique en Afrique de l'Ouest. Le présent atelier adresse de manière spécifique ces divers programmes et initiatives.
Le mécanisme de suivi et évaluation de l'opérationnalisation de ces politiques d'énergie durable reste confronté au défi de la fiabilité du système d'information énergétique, en particulier la faiblesse des données sur l'efficacité énergétique. L'accès à l'énergie durable pour tous à l'horizon 2030 constitue le but ultime de ECRI et le présent atelier contribuera de manière significative à l'atteinte de cet objectif, mesdames et messieurs. Cette rencontre a également marqué les 14 ans d'existence du centre, incluant l'annonce de la présentation des réalisations accomplies et des nouveaux services numériques. Le partage d'expériences réussies au niveau continental sera au menu de cet atelier et je voudrais reconnaître la présence de la représentante du ministère de la Transition énergétique et du développement durable du Royaume du Maroc. Il reste d'importants défis à relever à l'image de la faiblesse du volet de transfert de technologie, avec une part très faible de contenu local au niveau des infrastructures réalisées. Un autre défi majeur réside dans l'opérationnalisation effective de la politique régionale d'efficacité énergétique et des plans d'action d'efficacité énergétique. C'est pour adresser ce défi spécifique que ECRI et ses partenaires ont initié cet atelier régional qui porte sur des initiatives d'efficacité énergétique et sur la collecte des données en énergie durable. Vous pouvez être assuré du soutien de ECRI dans la mise en œuvre de vos activités de gestion de données en énergie durable et le présent atelier régional en est une des illustrations. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais vous annoncer le début de la célébration des 14 ans d'action de ECRI. Le représentant du ministre a exprimé la gratitude du gouvernement béninois envers les partenaires techniques, financiers et autres parties prenantes, parmi lesquelles l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, la Banque africaine de développement, la GIZ et le KfW qui ont tous soutenu la tenue de cette. Passons à présent aux actualités hors de nos frontières. Le président kenyan William Ruto a pris une série de mesures sévères pour ajuster les allocations financières des comtés en réponse à la diminution des revenus projetés après le rejet du projet de loi de finances. Cette mesure aura un impact direct sur les budgets locaux, potentiellement affectant la prestation de nombreux services publics essentiels. En outre, Ruto a ordonné au Trésor national de proposer immédiatement des amendements à la loi sur la répartition des revenus 2024. Ces amendements doivent refléter la baisse anticipée des revenus et ajuster les conséquences, la répartition des fonds entre le gouvernement central et les comtés. Parmi les mesures les plus strictes, William Ruto a exigé que les dépenses soient limitées aux services critiques et essentiels, plafonnant celle-ci à 15% du budget initial jusqu'à l'approbation d'un budget supplémentaire. Ces décisions, il faut le préciser, interviennent après le refus du président Ruto de signer le projet de loi de finances 2024 le 26 juin dernier. Ce dimanche 30 juin, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a annoncé qu'il souhaitait former un nouveau groupe parlementaire européen qui comprendrait un parti d'extrême droite autrichien et le mouvement centriste de l'ancien chef du gouvernement tchèque Andrés Babis. Monsieur Orban s'est adressé à des journalistes lors d'une conférence de presse conjointe avec Andrés Babis et Herbert Kickl, le chef du parti autrichien d'extrême droite FPO. Notons que cette nouvelle alliance aura besoin du soutien de 4 autres pays afin d'être reconnue comme un groupe au Parlement européen. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous et très bon début de semaine.